Très bien. Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Alferat, qui fait sa thèse sous ma direction et qui traite de la question du genre neutre, qui donc est une question qui n'a pas l'air tout de suite d'être très en rapport avec la problématique de l'analogie ou de l'iconicité, mais en fait, vous verrez que malgré tout, si, il y a des liens, on en reparlera sans doute. Et donc, son exposé s'intitule Le genre neutre en français, c'est aussi le titre de sa thèse. Donc, je vous laisse la parole pour bon, 30-45 minutes environ, comme vous voudrez, et puis ensuite, donc, on discutera. Merci beaucoup. Je vous remercie également de la confiance que vous me portez et de l'opportunité que vous me donnez d'affiner ma pensée et de la confronter à la vôtre. Je m'exprime en français inclusif et en particulier au genre neutre, tel qu'il se présente en 2021 afin d'éviter le recours au genre masculin pour exprimer des référents à valeur sémantique générique, neutre et non binaire. Quelques mots pour me présenter. Je suis l'auteure du roman Requiem, paru en 2015, qui introduit en littérature générale un système de formation de mots au genre grammatical neutre. Je suis également l'auteure de La grammaire du français inclusif, paru en 2018 aux éditions Vent Solar, qui conceptualise le phénomène linguistique connu sous le nom d'écriture inclusive, sous la dénomination métalinguistique de français inclusif, et où j'étudie les premiers néologismes de genre neutre produits par la communauté linguistique francophone. Je suis également enseignant-chercheur à Sorbonne Université où j'enseigne la linguistique, la sémiotique et la communication depuis 2 ans. Enfin, je suis une personne transgenre, de genre non binaire, catégorie sociale de personnes qui revendiquent la reconnaissance d'une identité de genre en dehors des stéréotypes sociaux masculins, féminins. Le genre neutre, en français, est le titre de ma thèse qui proposera à la science la possibilité de reconnaissance d'une troisième classe grammaticale de genre en français. En effet, nous observons un phénomène linguistique que j'ai conceptualisé en 2015 dans la grammaire du français inclusif sous le nom de français inclusif et de genre neutre. Ce phénomène est indissociable de l'histoire des idées et des enjeux anthropologiques, ontologiques, sociaux et politiques qui sont ceux de notre époque, tout simplement parce que ces enjeux sont à l'origine de ce phénomène linguistique. C'est pourquoi ma première partie portera d'abord sur ces enjeux, résumés par ce que je nomme la pensée inclusive, pour éclairer le fait linguistique par le fait social qui le motive. En seconde partie, j'observerai les manifestations linguistiques de ce phénomène qu'est le genre neutre dans les discours. Et enfin, j'aborderai les limites et les perspectives de ce phénomène. Parce que les limites de ma langue sont les limites de mon monde, selon Wittgenstein, les locutaires qui se sont affranchis de certaines limites sur les plans social et philosophiques manifestent en langue française leur désir de cohérence entre leur pensée et un outil linguistique devenu limitant pour les nouveaux concepts mis au jour. Ces nouveaux concepts, ce sont ceux de la pensée du féminisme et du genre qui remettent en cause des invariants anthropologiques et bouleversent la conception que l'humanité a d'elle-même. L'un des bouleversements que notre époque expérimente est l'expression dans les signes culturels de l'inégalité sociale entre hommes et femmes, illustrée par cette photo d'Alfred Eisenstein et qui était encore classée parmi les photographies les plus romantiques au monde dans les années 2000. Cette photo représente en réalité un baiser obtenu sous la contrainte, c'est-à-dire une agression sexuelle en droit français.
constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, dit notre code pénal. C'est un délit passible de 75 000 € d'amende et de 5 ans d'emprisonnement. Un autre bouleversement que notre époque expérimente concerne l'invariant anthropologique selon lequel seule une femme peut donner naissance à un enfant. La conception de l'être hybride sur le plan du genre puise dans les études postcoloniales et notamment dans l'ouvrage « Les lieux de la culture » où Homi Bhabha forge ses concepts d'hybridité et de tiers-espace. Thomas Beattie, que l'on voit représenté ici, né Tracy Lawanani Lagondino, a donné naissance à 3 enfants en 2008, 2009 et 2010. Ce cas se serait reproduit depuis. Ces évolutions sociales ont permis l'émergence d'une communauté linguistique ayant pour point commun une conscience de genre, d'égalité, d'identité et de performativité de la langue, ou faculté de la langue à soumettre le monde à son organisation propre, pour reprendre la formule célèbre de Benveniste. Performativité qui permet de créer de la réalité, comme l'ont montré les travaux de Morris, Searle et Austin. Cette conscience de genre, d'identité, d'égalité et de performativité de la langue amène les locutaires à s'intéresser à l'aspect structurel et symbolique des inégalités de genre. Ces locutaires constatent que les inégalités de genre ne sont un fait ni aléatoire ni optionnel, mais un fait structurel qui fabrique de l'inégalité à tous les étages, selon Fournier et al., dans leur article scientifique de 2015, « L'alimentation, arme du genre ». Dire que les inégalités sont dans les structures, c'est prendre conscience que les inégalités sont au niveau abstrait des concepts et dans leur représentation, c'est-à-dire au niveau des symboles. Or, la nature du mot, c'est d'être un symbole linguistique. Et qu'est-ce que le système qui préside à la formation et à l'organisation des symboles linguistiques? Eh bien, c'est la grammaire. Qu'est-ce que le genre social? Sur le plan social, le mot genre a connu un renversement complet. Rôle sexuel chez Margaret Mead en 1935, puis construction sociale de l'identité sexuelle chez le psychologue John Monnet en 1955, ensuite conscience d'appartenir à un sexe, estime le psychiatre et psychanalyste Robert Stoller en 1968, et enfin expérience intime et personnelle selon les principes de Yogyakarta, élaborés par des juristes et des experts en 2006 par l'ONU et ratifié par 54 pays. Je cite, « L'identité de genre est comprise comme faisant référence à l'expérience intime et personnelle, profondément vécue par chacun, qu'elle corresponde ou non au sexe assigné à la naissance. » Première constatation, on constate un glissement du sens du mot qui est passé d'un rôle, puis à un comportement, puis à une conscience, et enfin à une expérience intime. De quelque chose d'extérieur à l'individu, de performance sociale, voire théâtrale, le genre devient progressivement, dans les textes politiques et scientifiques, une expérience intime, c'est-à-dire un sentiment, une conviction personnelle et sensible, quelque chose d'intérieur, un vécu propre à l'individu, et nous constatons que le sens du mot a voyagé depuis la sphère publique, la collectivité, à ce qui nous concerne tous, à la sphère privée et qui ne concerne que la réalité personnelle à un être et qui ne devrait donc regarder que lui. Deuxième constatation,
Ce dernier sens d'expérience intime et personnelle est totalement absent des dictionnaires grand public. Le Robert, le Larousse, le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l'Académie française et même du Wiktionnaire. Exit la question de l'expérience intime propre à l'individu. Seul son sens de rôle social, de comportement, de performance à la limite de la théâtralité est pris en compte. Question. Si ce concept, à savoir que le genre est un sentiment propre à un individu, est ignoré par le plus grand nombre, et plus grave, par ceux-là même qui sont censés transmettre le savoir au plus grand nombre, c'est-à-dire par les dictionnaires, comment espérer un débat public, documenté et constructif sur le sujet du genre? Ces observations ont mené à l'élaboration de plusieurs définitions pour soutenir notre analyse linguistique du genre neutre dans les discours. D'abord, et selon nous, l'inclusivité est une politique qui consiste en la représentation et la réintégration de choses ou de créatures dans un ensemble dont elles devraient faire partie, mais qui en sont exclues. Ensuite, nous proposons de définir une langue inclusive comme une variation d'une langue standard, évitant de reproduire des hiérarchies symboliques et sociales associées à des éléments morphosyntaxiques et fondées sur différents critères de discrimination, que ce soit le sexe, le genre, l'âge, la mobilité, l'origine géographique, l'orientation sexuelle, le fonctionnement neurologique ou encore la classe socio-professionnelle. Le français inclusif ne se réduit en effet pas à l'inclusivité de genre dans les discours. Par exemple, nous pouvons considérer qu'en français inclusif, la norme « un handicapé » comporte 2 variations pour éviter de reproduire des hiérarchies symboliques et sociales, soit, première variation de la norme, une personne handicapée, et deuxième variation de la norme, une personne en situation de handicap. Ces 2 variations constituent une figure de style, un euphémisme, au sens où Dumarcel entend atténuation d'une réalité crue pour améliorer socialement et politiquement le traitement réservé aux personnes désignées ainsi et qui peut s'améliorer dès lors que ces personnes ne sont plus essentialisées et réduites à leur handicap, mais considérées comme des sujets de droit à part entière, se devant d'être traités à égalité avec d'autres sujets de droit. Enfin, nous appelons genre neutre une catégorie grammaticale dans laquelle nous pouvons classer des unités linguistiques épicènes ou marquées soit avec des marques flexionnelles de genre masculin et féminin, soit avec des marques flexionnelles spécifiques. Définition qui m'amène à ma seconde partie. Le genre neutre dans les discours. Le genre neutre permet également de classer des unités anciennement attestées et réactivées. Exemple, le pronom personnel « elle », attesté par les médiévistes Zinc, Buridan et Godefroy, en ancien et moyen français, c'est-à-dire dans la période allant du 9e au 15e siècle. Autre exemple, le pronom personnel « al », variation dialectale de ce pronom personnel « elle ». Dernier exemple, Adelphes peut être considéré comme une réactivation d'une unité anciennement attestée, cette unité étant le mot Adelphée et Adelphos, frères et sœurs
construit à partir de la racine grecque adeph. Si elles ne sont pas réactivées, les unités de genre neutre relèvent de la néologie. Voici des exemples de néologismes de genre neutre. Yel, aime ton enfant tel qu'elle est. Lae chercheur bénéficiera d'une insertion dans 2 environnements scientifiques. Et enfin, toust. Voilà, maintenant qu'on est tous à la même page. À présent, nous allons voir les différents types de systèmes de formation du genre neutre. Le genre neutre peut être binaire par double flexion partielle avec insertion d'un caractère typographique au sein du mot. Exemple, chercheur. Autre exemple, auteur. Troisième exemple, toute. Quatrième exemple, électeur, électrice. Le genre neutre peut être toujours binaire, en étant formé par double flexion partielle sans caractère typographique. On n'est pas obligé eux. Le mot toust, le mot joueureuse, le mot lectrice ou encore le mot mahon. Le genre neutre peut être formé par mots valises, qui sont des troncations avec agglutination. Exemple, c'est le, ah, c'est le qui me lise. Seul, un carreau pété dans les murs érigés par seul qui nous domine. Le pronom personnel yel au pluriel. Yel perçure les aboiements du chien. Et enfin, le pronom personnel au pluriel, il n'ont pas le choix. Cet éventail d'attestations nous permet également de constater la diversité des sources de mon corpus. Dans le premier exemple, j'ai pris mon exemple, mon attestation, dans un blog tenu par un individu sur Internet. Même chose pour la seconde attestation. La troisième attestation a été prise dans un roman publié chez Robert Laffont. Et Noémie Marinier est une spécialiste d'inclusivité de genre en linguistique. C'est une linguiste qui a soutenu sa thèse, si je ne me trompe pas, l'année dernière. Donc également, on trouve ces mots de genre neutre dans des ouvrages, plutôt des travaux académiques universitaires. Le genre neutre peut également être formé avec des marques spécifiques cette fois et être non binaire. Cette marque spécifique au singulier peut être X. On retrouve ce X dans une formule, un titre de politesse pour les personnes de genre non binaire. Premier exemple, on dira Mix Alexis Rouleau. Cette attestation a été prise dans un article sur un site d'information. Deuxième exemple, on retrouve cette marque spécifique du X dans le mot seul. Cette attestation a été prise dans une publication sur Facebook. Troisième exemple, content ou contenx de te lire. C'est un courriel qui m'a été envoyé. Enfin, sympathisant avec un X ou sympathisanx fait partie d'un discours
pris dans un texte écrit par une association qui s'intitule Because. Le genre neutre non-binaire peut également être formé avec une marque spécifique au pluriel, le Z. Bonjour à toutes, pour le mot toutes. Les propos et affirmations nuancés ou nuancées. Le mot nombreux, nous espérons vous y voir nombreux ou nombreuses. Et enfin, parents ou parentes, le risque que les parents décident coûte que coûte de conformer le sexe de leur enfant à un modèle binaire. Benjamin Moron-Puech, qui a produit la dernière attestation, est un maître de conférence en droit qui enseigne le droit à Panthéon, l'université Sorbonne Panthéon Assas, au genre neutre. Le genre neutre non-binaire peut également être formé avec une marque spécifique à eux, au singulier comme au pluriel, pour les mots finissant en « et » ou en « est ». Je suis blessé, le mot occupae ou occupé, un peu stressé ou stressae, et enfin professionnel ou professionnel. Le système HAL que j'ai conçu dans mon roman en 2015 et que j'ai développé par la suite est une proposition de formation de genre neutre avec marque spécifique dérivée d'un paradigme qui est la voyelle A. Avec un pronom personnel qui peut s'utiliser en structure personnelle comme impersonnelle, alpha à l'essentiel, c'est un courriel que j'ai reçu pour le premier exemple. Benjamin Moron-Puech l'a utilisé dans son article, dans une publication de son blog faisant état de ses recherches en droit, les nouveaux naés ou les nouveau-nés intersexués ou intersexuae. En est un suffixe qui permet, est une marque spécifique de genre neutre qui permet également de former des mots de genre neutre, par exemple le mot humain. N permet de former un mot comme copain. R permet de former des mots comme connaisseur, défenseur, utilisateur, et permet d'envisager des mots comme voyageur, fumeur, spectateur ou relecteur, mais pour ces 4 derniers exemples, je n'ai pas d'attestation. La pensée adverse de la pensée inclusive se fonde sur quelques arguments que j'ai tenu à examiner. Premier argument, le signe est arbitraire. Alors, l'invention d'un genre grammatical neutre ne garantirait en rien une société plus égalitaire. Rappelons que l'arbitraire du signe est une notion fondamentale en linguistique, élaborée dès les premières réflexions sur le langage, puis plus formellement par Ferdinand de Saussure dans son cours de linguistique générale en 1916, publié en 1916. Cette notion qualifie le rapport entre signifiant et signifié, désigné comme arbitraire parce que, selon Saussure, signifiant et signifié n'ont aucun lien naturel entre eux. Ce rapport arbitraire ne signifie pas qu'un mot a été choisi de manière fantaisiste pour désigner un concept, mais qu'il repose sur un fait social de l'ordre de la convention, c'est-à-dire d'une règle instituée, pour reprendre Jacobson, une règle apprise et commune, selon laquelle tel mot désigne arbitrairement tel concept. Or, Saussure reconnaît que ce principe est parfois limité lorsque des signes sont non plus arbitraires, mais motivés.
la motivation du signe et le rapport de construction ou de ressemblance qui peut exister entre un signifiant et un signifié. Ainsi, pour reprendre l'exemple de Saussure, le mot 20 sera dit arbitraire quand les mots composés de 10, par exemple 17, 18, 19, seront dits motivés. Le masculin, en emploi générique ou neutralisant, est senti comme motivé ou analogique et non comme arbitraire par les locutaires du français inclusif. Dans les droits de l'homme, le mot homme apparaît comme ayant un lien de ressemblance avec une réalité où la catégorie sociale des hommes est privilégiée au détriment des femmes et des enfants, qui sont majoritairement leurs victimes dans les atteintes faites aux droits humains. Je rappelle les chiffres officiels tirés du livre « Le coût de la virilité » de l'historienne Lucile Pétavin. Les hommes représentent en France 90% des personnes condamnées par la justice, 97% des auteurs des violences sexuelles, 89% des auteurs de destruction et dégradation. Entre 75 et 84% des enfants ayant reçu une punition ou une sanction disciplinaire à l'école et 97% des élèves sanctionnés pour violence sur autrui. Parce que le mot « homme » désigne à la fois le sexe masculin et l'espèce humaine, selon Lucile Pétavin, les comportements masculins sont perçus comme la norme. Cette norme, pour une société qui comporte le mot « égalité » dans sa devise et dans sa constitution, est un problème. Invoquer l'arbitraire du signe pour critiquer le français inclusif n'invalide donc pas la thèse d'une langue ressemblant à la société qui l'emploie. Certes, le sens d'être humain du mot « homme » vient du latin « homo », qui avait déjà les deux sens, et constitue une convention sociale arbitraire. Mais c'est justement parce qu'il constitue une convention sociale arbitraire qu'il est remis en cause, car il est senti comme le reflet des hiérarchies sociales associées aux genres grammaticaux et par conséquent comme un outil linguistique et politique illégitime pour servir à écrire le contrat social. Le deuxième argument adverse aux langues inclusives, peut-être, c'est lourd, notamment la double flexion totale. Les lecteurs et les lectrices est un énoncé redondant, plus long, plus lourd, moins économe que les lecteurs. Le principe d'économie qui serait caractéristique de notre langue a été élaboré par Paul Passy et conceptualisé, développé par André Martinet en 1955. Martinet qui voit une politique du moindre effort chez les locutaires du français parce qu'ils éliminent des énoncés les unités superflues pour ne garder que ce qui leur paraît nécessaire et préfèrent donc l'énoncé le plus court. Les locutaires qui utilisent le genre neutre permettent de résoudre cette difficulté. Par exemple, quand on utilise les lecteurs versus les lecteurs et les lectrices, ou quand on utilise le mot tous plutôt que d'utiliser tous et toutes, et enfin quand on utilise un mot comme joueureuse plutôt que d'utiliser les joueurs et les joueuses. Le troisième argument qui peut être utilisé par la pensée adverse à la pensée inclusive
est que le français est assez difficile comme ça. De moins en moins de jeunes maîtrisent l'orthographe et la grammaire du français. L'enseignement de toutes ces nouvelles formes ne ferait qu'aggraver la situation. Certes, on constate en France depuis plusieurs années un recul des connaissances sur les deux premiers savoirs fondamentaux que sont lire et écrire. Peut-être à cause de la suppression des heures d'enseignement dévolues à la lecture et à l'écriture pour augmenter celles dévolues aux sciences et notamment aux mathématiques. Le pays est au 23e rang du classement PISA 2019, alors que le Canada est 6e. L'émergence du français inclusif et de ses multiples procédés, parfois en concurrence, active la crainte, en France, de voir augmenter cette proportion d'élèves maîtrisant mal leur propre langue. L'enseignement du français inclusif et du genre neutre comporterait indéniablement de nouvelles connaissances à acquérir. Mais ces nouvelles connaissances représentent-elles réellement une complexité du français? Rappelons qu'au Canada, les personnes trans préféreraient se faire soigner en anglais plutôt qu'en français, avec les conséquences dramatiques qu'aurait une mauvaise compréhension des directives médicales dans une langue étrangère. Et cela pour la raison que le français inclusif n'est pas connu du personnel de santé. L'anglais ne possédant pas de genre grammatical pour les noms. Cette langue représente une ressource pour les locutaires qui ne souhaitent pas genrer leurs propos, comme les y oblige le français standard. Reconnaître la simplicité du système flexionnel de genre en anglais, qui réussit ce tour de force, si je puis dire, en étant plus simple de comprendre davantage de nuances de sens que le français, c'est reconnaître les lacunes du français standard et la complexité que celui-ci peut représenter pour les personnes trans, intersexes ou non-binaires. Selon ce point de vue, c'est le français standard et non le français inclusif qui représente une complexité supplémentaire. Par ailleurs, une mauvaise gestion de l'enseignement du français en France pourrait-elle empêcher les individus de créer les mots dont ils ont besoin? Rappelons que le fait social est l'un des critères de changement linguistique. Par conséquent, vouloir empêcher ce fait social nous semblerait difficile, mais peut-être pas impossible, au moins sur une courte période. Par ailleurs, la démarche d'empêcher les locutaires de s'exprimer comme elles en ont besoin, si elle était instituée par une politique publique, irait à l'encontre de la liberté d'expression, valeur également inscrite, au même titre que l'égalité, dans notre devise et dans notre Constitution. En réalité, la falsifiabilité d'une thèse soutenant l'existence d'un genre grammatical neutre nous paraît reposer sur d'autres éléments. Premièrement, son caractère non stabilisé, en raison de la multiplicité ou de l'absence de proposition des locutaires sur les plans morphologiques et phonétiques. Et deuxièmement, sur l'absence de reconnaissance formelle, scientifique et politique, d'une troisième classe de genre grammatical. La soutenance de notre thèse devrait contribuer à la reconnaissance au moins scientifique de cette classe comme outil linguistique et métalinguistique. En conclusion, l'histoire de la langue est un continuum séquencé par les grandes étapes de l'histoire humaine. Croire que les langues ne seraient pas impactées par les révolutions technologiques et anthropologiques du XXIe siècle, que sont le numérique et le genre, relèverait de la naïveté et de l'ignorance
qui servent généralement de fondation aux pensées adverses des langues inclusives. La tension qui existe désormais entre la grammaire prescriptive, qui enseigne dans les écoles que le masculin l'emporte sur le féminin, et ces résistances langagières qui les contredisent, ainsi que l'émergence d'un troisième genre dans une langue qui n'en connaît que deux, nous indique que nous sommes dans une période de changement linguistique. Rappelons qu'un changement linguistique intervient lorsque la variation de la norme acquiert plus de prestige que la norme elle-même. Or, en plus des relations interpersonnelles, nous l'avons dit, le français inclusif intègre désormais la littérature, les institutions, les médias, la politique. Le français inclusif comporte désormais de nombreux procédés qui permettent non seulement d'éviter le genre masculin en emploi générique ou neutralisant, mais aussi de nommer des réalités jusque-là impensées et inexprimées au niveau individuel et collectif. Mais ce chantier linguistique est loin d'être terminé. Ainsi, on peut s'interroger sur la pertinence de désigner une catégorie sociale par la négative, comme par exemple les personnes non binaires. Par ces évolutions anthropologiques, sociales et linguistiques, le XXIe siècle a pris en compte la pensée de Wittgenstein, selon laquelle les limites de ma langue sont les limites de mon monde, et a dépassé ces limites. Notre siècle nous paraît être un siècle qui change de doxa, où le masculin générique et neutralisant n'est plus le paradigme, mais n'est pas encore l'anomalie. Jusqu'à quand cet état de tension entre idées incompatibles va-t-il perdurer? Eh bien, jusqu'à ce que l'engagement individuel, l'alpha et l'oméga de tout changement, devienne collectif. L'engagement, c'est d'ailleurs l'une des qualités du grammairian, selon Marc Villemey. Ainsi, tenir le fait social dans l'ombre pour s'arc-bouter sur un binarisme grammatical qui n'est plus le système de signes qui convient à notre époque, c'est ignorer tout simplement le fait social à l'œuvre dans le fait linguistique. Charles Bailly, dans Le langage et la vie, en 1935, l'exprime merveilleusement. Je cite, « Nul effort ne parvient à arrêter le mouvement de la poussée vitale et sociale qui détermine l'évolution du langage. Il coule comme une eau vive sous la glace rigide de la langue écrite conventionnelle, puis un beau jour, la glace craque, le flot tumultueux de la langue populaire envahit la surface immobile et y amène de nouveau la vie et le mouvement. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet exposé. Nous allons procéder comme d'habitude en vous posant un certain nombre de questions. Comme toujours, je commence par poser les premières questions parce que comme ça donne le temps à chacun et à chacune de réfléchir. Je voudrais peut-être commencer par ce qui est le plus évident et peut-être un peu surprenant pour certaines étudiants du master, c'est cette articulation entre votre travail de chercheur et votre travail de militante d'une certaine façon, je dirais. Il y a bien sûr, dans votre recherche, un aspect un aspect scientifique qui est la description des phénomènes relatifs au genre neutre et aux solutions trouvées par différents types de locuteurs à ce problème de
trouver une manière de ne pas marquer le genre ou de marquer les deux en même temps, etc. Donc ça, c'est un aspect de description, de classement à partir de corpus. Donc là, peut-être que vous pourrez nous en dire aussi un petit peu plus sur les corpus que vous avez trouvés, parce que vous avez donné des exemples tout à fait convaincants, mais je me mets à la place de quelqu'un qui connaît moins bien le sujet et qui peut être surpris ou surprise par ces formes. Bon, voilà, il faut que vous nous disiez un petit peu où ça existe, ce français inclusif. Hein. Bon. Donc, il y a cet aspect scientifique de description et de description des formes qu'on pourrait considérer comme étant des occurrences de ce genre que vous appelez neutre. Que vous dites nouveau, mais bon, ça c'est un point aussi sur lequel il faudrait revenir, parce qu'il y a un certain nombre de linguistes tout à fait traditionnels qui considèrent qu'il y a du neutre en français, hein. Sans qu'il y ait de marque, mais qu'il y a du neutre au sens grammatical. Donc ça, il faut quand même être bien clair sur cette question. Mais le point que je voulais souligner en préambule, là, c'est que d'un côté, vous avez donc cette activité d'analyse descriptive, enfin disons de description et d'analyse à partir de corpus d'occurrence de genre neutre ou non binaire. Et puis d'un autre côté, vous considérez, vous l'avez très bien dit, je crois, dans cet exposé, que nous sommes donc dans une période de transition, que ce genre neutre est encore peut-être quelque chose qui peut être perçu comme un peu étrange, mais que donc il y a une action de la société sur la langue, et donc on comprend bien que vous, par votre action, vous souhaitez contribuer à agir sur les usages pour faire en sorte que la pratique du genre neutre, disons, se développe. Donc, cette articulation, elle est un peu particulière parce que souvent, on a tendance à distinguer enfin, comme une espèce de précaution épistémologique, de distinguer le travail du chercheur de l'activité personnelle, d'être militant ou je ne sais quoi, mais dans votre cas, ça se rejoint. Alors, est-ce que, avant de commencer la discussion sur le fond, vous pouvez expliquer un petit peu comment vous articulez ces deux aspects, en particulier. Enfin bon, voilà, déjà simplement comment vous voyez la chose. Est-ce que la ligne de partage est claire pour vous? Est-ce qu'il n'y a pas de ligne de partage? Est-ce que ce sont deux aspects d'une seule et même activité? Comment est-ce que vous voyez ça? Eh bien, je ne cherche plus à influencer la réalité. Parce qu'elle n'a pas besoin de moi, en fait, la réalité, pour... Déjà parce qu'elle n'a pas besoin de moi, n'a pas besoin d'un éventuel effort de ma part pour évoluer, puisque la plupart de mes attestations, et d'ailleurs dans la seconde édition de la grammaire du français inclusif que je suis en train d'écrire, j'ai fait disparaître tous les exemples que j'ai produits pour justement donner la parole à cette réalité qui n'est pas de mon fait, qui n'est plus de mon fait, même si mes propositions ont influencé certains locuteurs francophones, mais évidemment pas les 274 millions de francophones qui existent. Donc, je ne cherche plus à influencer la réalité, d'une part, parce que c'est inutile, en fait, et puis parce que la science, c'est constater la réalité et rien d'autre. C'est étudier la réalité et rien d'autre. C'est pourquoi, pour répondre précisément à votre question, la ligne de démarcation est totalement claire pour moi. Dans ma thèse et aujourd'hui, par exemple, eh bien,
je livre mes observations scientifiques. Tout ce que j'ai dit aujourd'hui, eh bien, procède d'une partie de la réalité, puisque toutes les questions, notamment sur le genre social, la transidentité, la question intersexe, sont déjà des objets scientifiques, même s'ils sont émergents. Par exemple, au CNRS vient de se créer le champ disciplinaire des études intersexes qui n'existait pas auparavant. Même si tout cela, toutes ces questions sociales sont émergentes en société et en sciences, elles font partie désormais des sujets étudiés en sciences. Et ma pensée puise dans les études qui sont faites à ce sujet et qui existent, qui sont récentes, mais qui existent. Donc, pour moi, la frontière est claire, en tout cas, pour moi. Non, mais la question doit être quand même posée parce que ça fait partie des objections aussi hein, contre ce type de travaux. Bon, vous savez très bien que parmi les, enfin quand je dis vous, je m'adresse pas seulement à vous, Alferaz, mais aux autres aussi, que même parmi les linguistes, il n'y a pas d'accord sur l'intérêt du français inclusif, ou tout au moins le débat est souvent assez limité à la question de l'écriture inclusive, et certains linguistes sont pour, d'autres sont contre, etc. Donc on peut pas du tout considérer que la science linguistique aurait de toute façon, en tant que telle, en tant que discipline scientifique, une réponse définitive à cette question. Donc, ça signifie qu'il faut examiner de près les arguments, hein, et en particulier l'argument consistant à dire bah, vous ne faites pas de la science parce que vous manipulez les données scientifiques à des fins idéologiques. Voilà. Et alors, tout ce qui relève évidemment, là où ça devient... là où la chose devient difficile à contrôler, c'est, je pense, hein, tant qu'on reste dans la question vraiment du genre, quand on élargit, comme vous l'avez fait à un moment donné, à l'inclusivité en général, et que du coup, on articule sur la pensée postcoloniale, etc., là, je pointe quand même un risque de dissolution un petit peu de l'argument, parce que là, en l'occurrence, les enjeux politiques sont évidemment beaucoup plus importants, peut-être. Et puis là, bon, c'est un peu compliqué. Mais disons que votre réponse, en tout cas, consistant à dire que pour vous, il n'y a pas de doute, vous ne cherchez pas à agir sur la langue, bon, très bien, de toute façon, on en avait un petit peu parlé, et puis la langue, qui peut prétendre agir sur la langue? Bien sûr, on sait qu'il y a un usage qui est extrêmement, c'est le terme consacré par les linguistes, hein, la notion d'usage, qui n'est contrôlée par personne, hein, même l'académie, comme certains le croient parfois, ne contrôle rien du tout, elle préconise éventuellement, mais l'Académie française ne contrôle pas la langue française. Donc, on ne peut s'en remettre qu'aux usages. Hein, et on verra bien ce que tout cela donne. Donc, vous avez tout à fait raison de dire que vous ne cherchez pas à influencer la langue. Simplement, comme à certains moments, vous dites dans votre exposé que la société joue un rôle et l'évolution sociale est un facteur de changement de la langue, chose avec laquelle tout le monde est d'accord, hein, bien sûr. Donc, on peut considérer qu'une certaine activité sociale peut aller dans le sens d'un certain changement, etc., etc. Bien. Alors, passons sur ce premier point. J'aimerais ajouter quelque chose. Je vous en prie, allez-y. Si vous me le permettez. J'entends donc la critique d'idéologie qui pourrait être émise à l'encontre de mes travaux. Je pourrais ne pas dire tout cela, je pourrais ne pas parler de la pensée inclusive, de ce qu'est l'inclusivité, qu'elle vient des études postcoloniales. Je pourrais ne pas dire cela. Mais ce serait ne pas dire d'où elle vient. Je suis
presque obligé, en tant que scientifique, de dire d'où vient cette pensée inclusive qui s'exprime dans les usages linguistiques. Parce que la grande question, quand même, quand on est face à ces mots qui paraissent étranges, voire monstrueux, c'est pourquoi les gens se mettent à parler comme ça, pourquoi les gens se mettent à produire de telles unités. Eh bien, c'est parce que derrière, il y a une pensée politique, et même plusieurs pensées politiques, notamment celles qui revendiquent l'égalité, notamment celles qui revendiquent l'hybridité sur le plan de la transidentité, oui. Et l'hybridité, ça vient pas du genre, ça vient de la pensée postcoloniale. Alors je peux ne pas en parler, mais ce serait ne pas faire de la science que de ne pas en parler. Vous voyez mon dilemme. Oui, mais alors, tout dépend si vous parlez de l'hybridité ou de l'inclusivité. C'est-à-dire que si je comprends bien, parce que je reconnais tout à fait que c'est un domaine que moi-même je ne maîtrise pas suffisamment, hein, c'est pas du tout mon champ de recherche, donc, mais ce que vous dites, c'est que vous empruntez le terme d'inclusivité ou le terme d'hybridité aux études postcoloniales? Non, le terme d'inclusivité n'est pas propre aux études postcoloniales. Ce qui est propre aux études postcoloniales, c'est l'idée qu'on peut aller au-delà du binarisme, notamment sur le plan de l'identité. Pourquoi? Parce que les études postcoloniales se sont penchées sur la littérature postcoloniale qui rassemble plusieurs dizaines d'auteurs qui ont écrit sur le sujet postcolonial. Le sujet postcolonial se distingue par la mise en présence de deux pôles, une culture traditionnelle et une culture de la puissance coloniale qui a envahi le pays dont le sujet est issu. Un sujet postcolonial, c'est un sujet qui est dans un pays colonisé, qui est issu d'un pays colonisé et qui a deux cultures. Sa culture traditionnelle et la culture qu'il apprend de la puissance coloniale. Et les études postcoloniales, la littérature qui se penche sur la littérature postcoloniale, donc des œuvres littéraires, s'est penchée sur la possibilité de dépasser le binarisme, ce binarisme dans l'identité raciale, et c'est l'origine, une des origines possibles en tout cas, au dépassement de l'identité, du binarisme dans l'identité de genre. Donc, ne pas parler de ça, ce serait ne pas parler d'un pan du savoir, parce que là, ce dont je parle, la littérature postcoloniale et les études postcoloniales, c'est de l'art et de la science. C'est, certes, ça défend certaines causes, mais moi, je veux bien ne pas en parler, mais je suis obligée. Il y a une filiation. Non, la question n'est pas de ne pas en parler. Hein. La question, elle est si vous voulez, de montrer là ce que vous venez d'expliquer. C'est très clair. Hein, si cette notion de non-binarité est applicable, au fond, s'il y a un concept un peu plus générique de non-binarité qui est applicable aussi bien à des binarismes culturels qu'à des binarismes de genre, bon, pourquoi pas, là, il y a une justification. Simplement, si vous voulez, ma question venait du fait que on connaît aujourd'hui en France, hein, à l'université, toutes sortes de cas un peu compliqués d'utilisation, si vous voulez, enfin, dans le cadre des études postcoloniales, disons, d'utilisation à des fins d'interdiction d'un certain type de savoir, des blocages de conférences, des blocages de représentations théâtrales, etc. Si vous voulez, ou là, fondé sur donc, un savoir universitaire, hein, éventuellement. Donc, chose qui peut-être existe un peu moins, quoique dans certaines versions du féminisme, mais ça existe aussi. Hein, bon, donc, sans vouloir, parce que j'aimerais bien qu'on se recentre un petit peu sur les questions linguistiques quand même, mais ma préoccupation, elle est là. Je pense, enfin, je vous le dis on en reparlera de toute façon, hein, mais pour la soutenance de la thèse, il faudra
parce que la soutenance de votre thèse, ce sera quand même un moment important qu'il faudra bien préparer. Et donc, il faudra être très clair sur ces questions-là, très très clair. Et la chose qui est, je crois, la plus claire à dire, mais ça on l'a souvent évoqué entre nous, c'est que de toute façon, il ne s'agit pas de prescrire des usages à qui que ce soit. Non. On n'oblige personne Bah non. à écrire ou à parler un français inclusif. Donc, l'argument, c'est ça aussi un des contre-arguments contre certains opposants à l'écriture inclusive, qui font croire à tout le monde qu'on va réécrire Proust en écriture inclusive, ce qui est évidemment une aberration totale. Donc, non. Hein, le but n'est pas d'obliger quiconque à faire quoi que ce soit. Au contraire, le but est de laisser un certain nombre de personnes, enfin, de laisser les personnes qui souhaitent écrire de cette façon-là, comme vous le dites, parce qu'ils ont un vécu de la non-binarité qui le justifie, de les laisser libres, de faire varier le français comme ils le souhaitent. Et la question, du coup, devient, quel est le danger dans ce cas? Est-ce que la langue française est en danger si on parle de locutaire au lieu de parler de locuteur? Bon, alors c'est là qu'on voit que la prétendue mise en danger est complètement fantaisiste. Parce que, évidemment, on ne peut pas dire d'un côté que seul l'usage est maître, et puis dire de l'autre côté que certains usages mettraient la langue en danger. Je veux dire que l'usage, il est maître ou il n'est pas maître. Si l'usage est maître, quelles que soient les formes qui sont proposées ou véhiculées dans certains milieux, eh bien, ils ne sont pas plus dangereux que n'importe quel autre. Évidemment, le risque, il est inverse, c'est-à-dire que c'est qu'on puisse reprocher à quelqu'un, dans un certain milieu, de ne pas utiliser le français inclusif. Et c'est ça le seul, à mon avis, la seule vraie stigmatisation possible, c'est qu'on puisse reprocher à quelqu'un, parce que moi j'estime que la liberté doit être dans les deux camps, hein, si on laisse les personnes libres d'écrire en écriture inclusive ou de parler dans l'écriture inclusive, on doit aussi laisser les autres libres de ne pas le faire. Bien sûr. Or, le problème, c'est que, mais bon, voilà, c'est dans certains milieux, il y a une stigmatisation des personnes qui ne respecteraient pas un certain nombre de préconisations de l'écriture inclusive. C'est là le seul risque peut-être que je vois, mais qui est tout à fait mineur et qui de toute façon est simplement contrebalancé par le rappel que chacun est libre d'utiliser les variantes du français qu'il étudie. Une analogie qu'on peut exploiter également, c'est le combat contre les patois. Hein. Toute l'histoire en France de la lutte pour l'éradication des langues régionales, eh bien, au fond, on pourrait faire l'analogie avec la lutte pour l'éradication du français inclusif. Oui, je pense que ce qui ressort de ce que vous dites, c'est l'aspect politique éminemment brûlant de mon sujet. J'en suis totalement conscient. Nous devons donc, je crois, bien encadrer, bien étayer mon propos de manière scientifique, mais ne pas s'interdire de retracer les filiations littéraires et scientifiques dont j'ai parlé, et puis de nier l'aspect éminemment politique du langage. La langue est un outil de pouvoir. Ça, qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas de tous ces sujets brûlants, ben, on ne peut pas passer à côté. C'est le cœur du sujet, en fait. Donc, disons que mon sujet est brûlant. Je vais essayer vraiment d'aller dans le sens que vous m'indiquez, bien sûr. Mais il repose sur une pensée politique. Oui, non, mais ça, il ne s'agit pas de le nier, mais il faut être clair, quoi, simplement sur... Tout à fait. Hein. Alors, peut-être, si parmi les participants ou les participantes, il y a des demandes d'intervention, n'hésitez pas, hein, vous manifestez d'une façon ou d'une autre. Alors, justement, parmi les aspects politiques, il y a cet aspect de la performativité. Alors là aussi,
c'est un concept qui est devenu un peu passe-partout, hein, avec lequel il faut on gagne à être précis. Alors, il y a la performativité linguistique au sens d'Austin, etc. Et puis, il y a la performativité un peu plus large au sens de Butler, par exemple. Bon. Oui. Alors, là, c'est pas tout à fait, on ne parle pas tout à fait de la même chose, hein. Et si vous voulez, c'est là où il faut faire attention à ne pas donner l'impression qu'on fait un tour de passe-passe en faisant croire, en utilisant un concept linguistique, qu'on fait de la science alors qu'on l'utilise pour dire quelque chose qui n'a plus rien à voir. Donc, la performativité, donc c'est la propriété de certaines unités linguistiques qui réalisent un acte par la simple profération, hein, du type, vous savez bien, quand on remercie quelqu'un, par exemple, dire un remerciement, c'est faire l'acte de remercier. Ou bien le fameux exemple du président du tribunal qui dit la séance ouverte, et en disant cette parole, la séance est effectivement ouverte. La performativité, dans le sens plus général, qui est utilisée notamment dans le cadre de certains féminismes, c'est une performativité consistant, disons, plus lâche, plus large, consistant à dire qu'il y a un impact sur les représentations des discours, des mots, des usages. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, bien sûr. C'est ça. Alors, disons que c'est un principe général, hein, mais qui n'a pas une efficacité causale immédiate, etc. C'est une sorte de supposition générale, une sorte de principe, voilà. Disons dans les deux sens, c'est pas parce qu'on élimine certains mots qu'on élimine les réalités qu'ils désignent, et c'est pas parce qu'on ajoute certains mots qu'on modifie immédiatement, ipso facto, la réalité que l'on vit. En revanche, en effet, sur les représentations, il peut y avoir un impact. Alors, pour ce qui concerne le genre, vous l'avez dit aussi à un moment donné, c'est toute la discussion sur le masculin générique, hein. Les personnes qui défendent le masculin générique disent on n'a pas besoin d'un genre neutre, puisque le genre neutre, il existe en français, et simplement, sa marque au genre neutre, c'est une marque au masculin. Donc, il ne faut pas confondre ça, le genre grammatical avec le genre sexuel, disons. Ça n'a rien à voir, c'est arbitraire. On marque arbitrairement le neutre par le masculin. Il y a des raisons historiques, mais peu importe. En synchronie, on marque le... Alors, c'est là où, en effet, il y a une contestation possible sous le biais, comme vous l'avez très bien fait, de la critique de l'arbitraire du signe. Et je pense que cet argument que vous utilisez est tout à fait raisonnable et qu'on peut l'entendre, hein, qu'on peut être... je veux dire que ce masculin peut être perçu non pas comme un genre arbitraire pour marquer le neutre, mais un genre masculin pour marquer le neutre, et donc il est interprété dans sa valeur et dans les représentations associées au masculin. Donc il y a des représentations associées aux marques. C'est là où, en fait, c'est comme ça qu'on peut formuler, si vous voulez, ce caractère non arbitraire, c'est que les marques sont elles-mêmes, par association, hein, si le morphème est masculin, pour marquer le neutre, ce morphème masculin, il a une marque du masculin, et donc il véhicule les représentations associées au masculin. Alors, bien sûr, si on se place du point de vue du système de la langue, comme le font certaines personnes, du point de vue du système de la langue, tout ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, il n'y a pas de problème dans le système de la langue. Le système de la langue, il marche très bien comme ça, on n'a aucune raison de la changer si on se place du point de vue du système. Mais si on se place maintenant du point de vue des
usagers du système, si j'ose dire, c'est-à-dire des locuteurs. C'est-à-dire que si on se passe d'un point de vue beaucoup plus cognitif, eh bien, oui, il y a un impact. Hein. Il y a un impact et je pense que ça, c'est tout à fait défendable. Mais attention, c'est pour cette raison que je me permets d'insister sur ce point, c'est que, là aussi, c'est un contre-argument que vous pouvez utiliser, c'est que un des arguments des opposants à l'écriture inclusive, c'est précisément le système de la langue. Moi, je suis un linguiste, je décris le système de la langue. Le système de la langue, il fonctionne très bien comme ça, donc il n'y a aucune raison de le changer. Tout ça est arbitraire, etc. Et ça, voilà, c'est une systémique qui fonctionne de cette façon-là. Bon, eh bien, non, il y a des locuteurs, des personnes, enfin des locuteurs même incarnés, et par conséquent, on peut justifier par la critique de l'arbitraire du signe dans ce cas-là qu'il y a, du coup, le genre devient, enfin, ce marquage est perçu comme motivé. Bon, jusque-là, on est parfaitement d'accord. Là, il y a un point supplémentaire que je vais ajouter qui dépasse un peu le cadre de votre thèse, mais qui me semble une chose importante, que je mentionne comme ça, mais sur laquelle je reviendrai plus tard, c'est que je pense quand même aujourd'hui qu'aujourd'hui, on assiste à une mutation importante du rapport de l'être humain aux langues. Hein. Et ça, c'est un point que les linguistes ont assez peu étudié, mais qui est important. Il y a une histoire, en fait, il n'y a pas seulement une histoire des langues, mais il y a aussi une histoire des représentations que les êtres humains se font de la langue. Et si vous voulez, il y a eu pendant longtemps ce que Gilles Philippe appelle la langue littéraire. Hein. Bon, pendant une certaine époque, de Flaubert jusqu'au début du XXe siècle, la langue est perçue, le rapport en tout cas, je parle des sociétés européennes hein, pour simplifier, parce qu'évidemment, tout ça devrait être enfin, disons, n'a qu'une valeur locale. Hein. Mais là, on parle du français. Donc, la langue est perçue dans son idéal littéraire. En fait. C'est-à-dire il y a une langue littéraire et il y a une sorte de... Enfin, la littérature est le lieu d'expression privilégié de la langue. C'est là où la langue se manifeste dans sa plus grande beauté, dans sa grandeur, etc. Bon, ensuite, il y a une période qui est peut-être qu'on pourrait appeler une langue perçue comme une langue de la communication, où on transmet simplement des informations. C'est la grande période de la publicité, de la communication, de l'impact. Là, en l'occurrence, il y a un impact effectivement de la langue sur les individus, mais pour le bénéfice des entreprises. Bien, bref, une langue communication, non plus une langue littéraire. Et puis aujourd'hui, on est dans cette nouvelle perspective où les locuteurs sont dans une forme enfin, disons, d'appropriation. Hein. Les locuteurs sont dans une sorte de recherche d'appropriation des langues qui font que on veut les modeler, on veut les changer pour certaines raisons. Alors, il y a la dimension du genre, là, dont on a parlé, mais il y a aussi, vous y étiez, non, vous n'y étiez pas, mais vous vous étiez intéressé à ce sujet, on a le même genre de débat dans la linguistique, dans la zoosémiotique, dans tout ce qui concerne le rapport du langage à la question animale. Parce qu'il y a une certaine façon de parler disons, de l'être humain qui exclut l'animal. Je veux dire par là, pardon pour la formulation un peu maladroite, mais je veux dire que, bon, on va dire un enfant pour un enfant d'humain, mais un petit pour un enfant d'animal. Bref, il y a toutes sortes de... On ne dit pas un visage, on ne dit pas un ami pour un animal. Bon, bref, il y a toutes sortes de choses qui montrent qu'il y a une sorte de discrimination d'espèces, hein, que certains appellent le spécisme, terme avec lequel j'ai beaucoup d'objections, hein, mais bref, passons. En tout cas, il y a tout un débat là-dessus qui va jusqu'à demander, de même qu'on a éliminé on a préconisé
la suppression d'un mot comme nègre, par exemple, pour le côté de la race, eh bien, il y a aujourd'hui un certain nombre de personnes qui voudraient qu'on ne puisse plus dire bête comme un âne, sale comme un cochon, etc., parce que tout ça est insultant pour les animaux. Bien. Alors, pourquoi je fais cette parenthèse? C'est parce que je pense que, d'une manière très large, ce que dénotent ces phénomènes, c'est un rapport aux langues, un rapport de l'homme aux langues qui a changé. C'est-à-dire que, bon, un rapport de l'homme aux langues qui a changé, je ne veux pas commenter plus parce que sinon ça nous éloignera sur un autre sujet. Mais simplement, je dis cela pour montrer que le sujet du genre neutre s'inscrit dans une perspective, je pense, plus large, qui dénote un changement de ce genre. Bon, alors… J'aurais aimé… Oui, allez-y, parce que je suis désolé, je parle trop. Non, pas du tout, c'est passionnant ce que vous dites, ça m'apprend pas mal de choses, notamment cette histoire avec les animaux, là, c'est très, très intéressant. Ce que j'aurais aimé ajouter à cela, c'est que vous avez certainement raison. Je pense qu'effectivement, c'est intéressant de regarder, d'observer les usages avec cette idée de mutation dans notre rapport à la langue. Et en ce qui concerne mon sujet, ce qui est intéressant de noter, c'est la mutation de ce qui est acceptable, de ce qui est non acceptable, de ce qui est recevable, de ce qui est non recevable. Parce que dans ma pratique scientifique, j'utilise le genre neutre à titre expérimental. Et ça, en tant que scientifique, j'y ai droit à l'expérience. J'ai droit à l'expérimentation à partir du moment où je propose, comme dans ma thèse, un protocole d'expérimentation avec des critères de recevabilité et des critères de falsifiabilité. Ceci étant dit, cette question de la recevabilité, de ce qui est grammatical, de ce qui est agrammatical, de ce qui se dit, de ce qui peut se dire, eh bien, repose aussi sur ce que l'industrie culturelle fait à la langue. Je vous rappelle qu'en 2020, Aya Nakamura, la chanteuse populaire, a été récompensée par la SACEM et représente la langue française à la SACEM, donc Société des auteurs et compositeurs de musique. Aya Nakamura, la chanteuse populaire, représente la langue française. L'industrie culturelle qui se fonde sur la reconnaissance non pas de valeurs esthétiques, mais de valeurs commerciales dans les œuvres ou produits esthétiques de l'industrie, eh bien, a aussi un impact sur ce que devient la langue, et notamment la langue française. Donc, ça aussi, ça change notre rapport de ce qui se dit, de ce qui peut se dire et ce qui ne peut pas se dire. Parce que quand on écoute une chanson de Aya Nakamura, que j'aime beaucoup par ailleurs, c'est intéressant, c'est divertissant. Et puis, sans doute, ça dit des choses aussi politiquement, mais sans parler de politique, Aya Nakamura représente la langue française aujourd'hui à la SACEM. Non mais attendez, pardon, je suis désolé, mais je ne connais pas du tout cette chanson. Alors, je ne comprends pas votre argument. Qu'est-ce que vous… Oui, c'est normal. Si vous ne connaissez pas ces chansons, non, c'est normal. Eh bien, par exemple, ces chansons ne sont pas compréhensibles pour qui ne connaît pas l'argot, la langue des banlieues ou la langue qu'utilise Aya Nakamura. Elles ne sont pas compréhensibles. Elles doivent être traduites. D'accord, ok. Donc, c'est une reconnaissance de cette variation linguistique et que je constate. Mais derrière, c'est parce que Aya Nakamura vend des millions de disques. C'est aussi pour ça. Et ça, c'est l'impact que l'industrie culturelle a sur la langue. Et qui change notre conception de ce qui est recevable et de ce qui n'est pas recevable, de ce qui est grammatical, de ce qui n'est pas grammatical, et est-ce qu'on peut s'en affranchir?
Alors, ça, c'est une très bonne question, hein, cette question de la perception. Quand vous parliez tout à l'heure de protocole expérimental, vous visiez votre étude de corpus ou vous visiez autre chose? Pas du tout. Je vise un protocole expérimental que je propose dans ma thèse et qui consiste en une expérimentation sur plusieurs années depuis que j'ai commencé ce sujet, fondée sur des critères de recevabilité, des critères de falsifiabilité. C'est-à-dire, est-ce que on peut utiliser dans la pratique scientifique et littéraire, qui est la mienne, le genre neutre? Les mots qu'on a vus aujourd'hui, est-ce qu'on peut les utiliser ou est-ce qu'ils sont, par exemple, non recevables, c'est-à-dire sur le plan de la prononciation, est-ce qu'ils provoquent une rupture de l'interaction verbale, par exemple? Ça fait partie des critères de non-recevabilité. C'est un protocole qui permet de mener une expérience et d'avoir des résultats de cette expérience. D'accord, donc c'est une expérience que vous avez menée auprès d'un certain nombre de personnes? C'est une expérience que je mène à chaque fois que je prends la parole en public. D'accord. Et qui permet de constater si oui ou non le genre neutre est publié, si oui ou non le genre neutre est recevable dans le cadre de différentes pratiques scientifiques et littéraires, par exemple le cadre de colloques, le cadre de séminaires, le cadre d'ouvrages publiés ou le cadre d'articles publiés. Puisque ça fait une différence, je crois, de dire, voilà, ces mots de genre neutre, aujourd'hui, ils sont publiables. Ils sont publiés par le CNRS, ils sont publiés par des maisons d'édition françaises, ils sont publiés, ça fait une différence, c'est significatif de quelque chose. Oui, sans doute, sans doute. Non, mais bon, donc très bien. Donc vous avez donc en quelque sorte enregistré peu à peu les réactions, enfin au fur et à mesure. Non, pas du tout. Pas sur ce n'est pas au niveau des interlocuteurs, mais c'est au niveau de la de ce que, en fait, de ce que produisent les unités de genre neutre en termes de compréhension, etc. C'est-à-dire que je note quand un mot provoque une interruption verbale, par exemple, il n'est pas recevable dans mon expérimentation. Bon, tout ça, ce sont des choses que j'ai notées. Donc, vous pourrez rendre compte de tout ça dans la thèse. Très bien, parfait. OK, alors le point intéressant aussi là, dans ce qu'on est en train de dire, c'est cette notion de seuil de sensibilité. On voit bien que, par exemple, pour prendre un exemple qu'on donne souvent, mais qui est quand même extrêmement clair, moi-même, comme beaucoup d'autres professeurs hein, d'ailleurs, on ne peut plus introduire un cours en disant bonjour à tous. On est très nombreux à dire bonjour à toutes et à tous. Et d'ailleurs, il y aurait une petite expérience amusante à faire. J'ai remarqué sur France Culture, comme les émissions sont enregistrées maintenant qu'on a les podcasts, etc., on pourrait très bien dater pour chaque émission à partir de quand l'animateur commence à dire bonjour à toutes et à tous, alors qu'avant, il disait bonjour à tous. Certains le refusent. Bon, très bien. Et c'est là où je pense qu'il faut être cohérent. C'est-à-dire que moi, je pense que, bon, je ne suis pas d'accord, mais je pense qu'on peut être complètement opposé à ce genre d'écriture inclusive pour une sorte d'attachement à un français traditionnel, etc. Pourquoi pas hein, je veux dire, même… Bon, et que des personnes qui ont cette perspective se refusent obstinément à dire bonjour à toutes et à tous et disent bonjour à tous, même s'ils sont dans un amphi où il y a 80 femmes et 2 hommes, eh bien, libre à eux. Je veux dire qu'on ne va pas les empêcher et c'est très bien que ça se dise aussi. Et peut-être qu'un jour, ça se dira plus. Mais en tout cas, et je reviens à cette notion de seuil de sensibilité, maintenant, on ne peut pas ne pas le remarquer. C'est-à-dire que quelqu'un qui ouvre une émission ou qui ouvre un colloque en disant bonjour à tous, on commence à trouver ça un peu bizarre. Hein, pas bizarre, mais bon, on ne sait pas si c'est juste de la négligence. La personne, d'habitude, elle dit bonjour à toutes et à tous, mais elle n'a pas encore… Voilà, c'est pas totalement rentré dans ses mœurs et du coup, là, elle n'a pas pensé. Hein. Par exemple, dans les mails, etc., ça arrive parfois qu'on oublie complètement. Je dis ça parce que j'ai eu l'expérience aujourd'hui même d'un mail d'un collègue, tout ça, qu'on a dit oui, ce serait mieux que tu dises étudiante et étudiant, etc. Bon,
au lieu de les étudiants, bon, par exemple. Voilà, on peut avoir simplement oublié, ça peut être une négligence, mais ça peut être une volonté aussi. Hein, ça peut être une volonté de ne pas succomber à cette prétendue idéologie, etc. etc. Bon, donc, il faut laisser les gens libres, mais il y a quand même ce qui a quand même changé en peu de temps, en très peu de temps, je trouve, c'est cette sensibilité qui touche un exemple comme tous et toutes, qui touche aussi hommes, hein, vous l'avez dit, les droits de l'homme, les droits humains. Ça, c'est quand même très, enfin, c'est le sentiment de la langue là qui a changé. Hein. Oui, parce que si vous me permettez peut-être d'ajouter quelque chose. Oui, bien sûr, je vous en prie. Parce que ce sentiment de la langue, il est aussi fondé sur de l'information, sur ces… Vous parliez d'idéologie. Vous dites éviter l'idéologie, tout à fait. En tant que scientifique, faut être clair là-dessus. Mais l'idéologie, en fait, elle est des deux côtés. La science, on ne peut pas se départir entièrement de son bagage idéologique en tant qu'être humain, en tant qu'observateur, quand bien même on serait scientifique. L'idéologie, elle est aussi dans ce qui nous est présenté comme une norme neutre. En fait, cette norme, soit prétendument neutre, n'est pas neutre et procède également d'une idéologie, notamment d'une idéologie sexiste. Oui, alors ça, bon, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Je suis tout à fait d'accord sur l'idée qu'il faut complexifier cette relation. Il y a cette relation de neutralité, enfin cette notion de neutralité du chercheur. Le chercheur n'est jamais complètement neutre. On peut essayer de faire une différence entre ses points de vue politiques et son sujet de recherche, mais le sujet lui-même, et de toute façon, c'est pas par hasard hein, que vous travaillez sur ce sujet-là et pas sur les relatifs COD en français du XVIe siècle, par exemple. Hein. Bon. Donc, enfin, je voulais dire les pronoms relatifs COD, pas les relatifs COD. Bref, passons. Donc, il y a effectivement une complexité du rapport entre enfin, le chercheur est toujours plus ou moins engagé, mais voilà, on peut simplement au moins préciser quels sont ses engagements et comme ça, au moins, on joue carte sur table et on essaie d'être aussi… Comment on fait pour être un peu neutre? Eh bien, simplement, on rend visible les procédures, on dit comment on sélectionne ces exemples. Par exemple, dans votre cas, la question de la constitution des corpus est importante, hein, et c'est ça, je veux dire, qui donne une crédibilité aux propos. C'est que vous ne récupérez pas des informations tronquées, vous ne bricolez pas des citations prises à droite et à gauche pour leur faire dire ce que vous voulez. Voilà, hein, c'est ça l'activité scientifique, c'est celle qui peut comment dire, être validée par une communauté scientifique qui partage un certain nombre de valeurs épistémologiques. Hein. Voilà. En revanche, l'autre aspect, alors pardon, excusez-moi, du coup j'ai perdu le fil, il y avait un aspect de ce que vous avez dit avec lequel j'étais en désaccord, mais je ne sais pas de quoi il s'agissait. Je disais que… Ah oui, que l'idéologie, oui, voilà, que la norme procédait aussi d'une idéologie. Alors là, en revanche, je suis beaucoup plus circonspect parce que, si vous voulez, certes, il y a eu un moment au XVIIe où, effectivement, on a justifié la grandeur du masculin par rapport au féminin, mais c'est un petit… C'est à ça que je pensais. Voilà, ouais. Non, mais ça, pour ce passage, ce moment-là, je suis d'accord, mais c'est juste un moment dans l'histoire du français. Hein. Il n'y a pas… Voilà, il y a quand même, là en l'occurrence, le système lui-même de la langue, il a quand même une certaine autonomie. Hein, vous connaissez un petit peu les travaux de Gustave Guillaume. Il y a une sorte de dynamique interne du système qui, de toute façon, n'est pas perméable à des idéologies. Donc, bon, oui. dire que la langue, je veux dire… dire que la langue est sexiste, par exemple, par principe, je trouve que ça n'est pas très, c'est pas très heureux, hein, qu'il y ait des usages. Là, de ce point de vue-là, je serais assez d'accord avec mon collègue Patrick Charoudot. Il y a pas, c'est certains usages de la langue
qui sont sexistes, mais la langue en elle-même ne l'est pas forcément. Je veux dire, en l'occurrence, d'ailleurs, on peut peut-être l'améliorer pour la rendre moins sexiste. Et puis, voilà, par exemple. Par contre, qu'elle soit binaire, ça, oui. Hein. Ça, là, il y a du binarisme impliqué, en quelque sorte. Oui, c'est ça, c'est que la grammaire et le lexique représentent les croyances humaines au fil des siècles. Elles représentent, c'est comme lorsque Bernard Potier, je suis d'accord avec ce que vous avez dit précédemment, et je mets ce que vous avez dit en tension avec cette idée qu'on ne sort jamais de l'idéologie. Quand Bernard Potier dit la grammaire, sauf erreur, il dit la grammaire, c'est la représentation de l'expérience humaine, c'est l'incarnation, c'est la restitution d'une expérience humaine, la grammaire. Non, les textes de la grammaire n'ont pas été écrits par l'humanité, elle a été écrite par une catégorie spécifique parmi les êtres humains. Oui, mais par exemple, pour illustrer mon propos, si la catégorie sociale dominante avait été la catégorie sociale des femmes, le masculin ne l'aurait pas emporté sur le féminin, c'eût été le contraire, je pense, pour les mêmes raisons idéologiques. La grammaire, comme la langue, sont la restitution d'une histoire, une histoire qui n'a pas été écrite par tout le monde. Et c'est là où je suis bien obligée de dire qu'aujourd'hui, on est à une époque où il y a une fragmentation des points de vue, il y a un déplacement des points de vue qui n'est plus le même, qui ne définit plus le monde et qui ne parle plus du monde du même point de départ, de la même expérience du monde. Ce sont d'autres expériences du monde qui s'expriment. Oui, alors je crois qu'il faut quand même distinguer la description que fait la langue que fait le grammairien de la langue, hein, qui là effectivement engage peut-être une certaine forme d'orientation, de subjectivité du grammairien, et puis la langue elle-même telle qu'elle est, telle qu'elle se modifie à certains moments. Bon, par exemple, prenez un exemple comme l'apparition de l'article en français. Vous savez bien que le latin ne connaît pas l'article, hein, et c'est justement un des grands livres de Gustave Guillaume, Le problème de l'article et sa solution dans la langue française, que d'essayer d'expliquer, de comprendre pourquoi le français tout d'un coup invente l'article. Donc ça, c'est typiquement ce que j'appelle un effet à la fois de l'articulation entre le système et les locuteurs. Quand Guillaume explique qu'à un moment donné, les locuteurs du français ont senti cette espèce de nécessité d'un support article, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est effectivement qui vient des locuteurs, mais qui ne vient pas d'une sorte d'idéologie. Tout ça est totalement inconscient de toute façon, et puis n'a rien à voir avec là en l'occurrence, pour le cas de l'émergence de l'article, le fait qu'il y ait un article ou pas d'article n'a pas de conséquences politiques majeures, si vous voulez, dans une langue. Hein. Donc là, on est dans un fait de structure, dans un phénomène où la langue a changé. D'ailleurs, enfin, elle a tellement changé qu'elle est devenue une autre langue, hein, que le français s'est séparé du latin d'une certaine façon pour devenir le français. Et on a un exemple parmi des centaines d'autres, hein, ici, de phénomènes qui certes dépendent des locuteurs d'un point de vue, par exemple guillaumien, c'est-à-dire dans un point de vue d'une linguistique assez cognitive, c'est-à-dire qui part de l'idée qu'il y a une sorte de nécessité psychique de cet article à un moment donné, dans une certaine perception du monde par les locuteurs. Mais cette perception du monde, c'est une perception qui est celle de locuteurs en quelque sorte, de locuteurs anonymes, qui sont des locuteurs qui ne sont pas conscients de ce qu'ils font, mais qui font des choses comme s'il y avait une espèce de coalescence tout peu à peu, dans un moment historique, de volonté. Tout le monde fait un petit peu la même chose,
et ça converge vers un certain point, et tout d'un coup, l'article devient de plus en plus fréquent et s'impose, et ça devient normal d'utiliser des articles, alors qu'avant, on n'en utilisait pas du tout. Donc, vous voyez, c'est dans ce sens-là que je veux dire qu'il y a peut-être dans la langue des lieux d'idéologie, des lieux qui sont susceptibles d'investissement idéologique, comme le genre, hein, qui sont, je dirais plutôt ça, des lieux de la langue qui sont susceptibles d'investissement idéologique. Mais la langue en elle-même, en effet, ne l'est pas enfin, ne l'est pas, je dirais. C'est pas, ne l'est pas forcément, ne l'est pas du tout. C'est vraiment... ce sont vraiment les êtres humains, non plus en tant que locuteurs, mais en tant qu'êtres de discours, qui perçoivent les dimensions politiques de la langue. En tant que locuteur, on parle sans faire attention à ce qu'on dit, d'une certaine façon. On hérite la langue de nos ancêtres, comme le disait Saussure. Et bon. Mais justement, les producteurs de genre neutre ont conscience justement de ce qu'elles disent. Alors oui, tout à fait, parce que précisément le marquage en genre est un de ces marquages qui dans la langue, suscite un ancrage politique de la part des êtres de discours. Hein. Ce que vous dites peut-être, c'est que ces locuteurs voient peut-être de l'idéologie là où il n'y en a pas. Ah non, pas du tout. Je pense qu'il y en a là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que disons, pour donner le contrepoint de l'affirmation que j'ai cru comprendre que vous donniez auparavant, tout dans l'évolution d'une langue n'a pas une dimension politique ou idéologique. Tout à fait, tout à fait. Mais d'ailleurs, pardon. Je vous en prie, non, allez-y. D'ailleurs, ce que je viens de dire est intéressant pour la question que ça soulève. Par exemple, dans mon corpus, j'ai très peu d'attestations de pronoms personnels neutres utilisés en structure impersonnelle. Par exemple, al pleut, al fait nuit, des choses comme ça. Ça, il y a très peu de gens qui produisent ça. Justement, ça a un rapport peut-être avec ce qu'on vient de dire, c'est que là, la nécessité du neutre n'est pas sentie par le plus grand nombre parmi mes locuteurs, les locuteurs du français inclusif. Voilà. Parce que justement… Je me permets de vous interrompre parce que c'est un point extrêmement important qu'on n'a pas encore tellement thématisé, mais ça, vous touchez là un point extrêmement important, la nécessité du neutre. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, et ça c'est vraiment un point qu'il faut que vous abordiez de front dans la thèse à un moment donné, c'est de discuter le degré de nécessité, parce que précisément là aussi, vous voyez, je ne sais pas si vous l'avez lu, le livre de Charaudeau. C'est lequel ? La langue est-elle sexiste ou la langue n'est pas sexiste, je ne me souviens plus. Patrick Charaudeau. C'est très bien, c'est un livre assez mesuré qui est plutôt contre, hein, mais enfin plutôt contre, c'est-à-dire pas très d'accord avec l'écriture inclusive ou le français inclusif, mais quand même il donne les arguments du système, les arguments relativement classiques. Mais surtout, il essaie de dégager les endroits où ça ne sert à rien, les endroits où ça sert à quelque chose. Donc, la nécessité du neutre, hein, c'est un peu ça. Et ça, je pense que ce que vous dites, là, c'est très juste. Effectivement, dans Hal, vous l'avez perçu comme ça. Je me souviens, vous m'avez raconté un peu comment vous l'avez à un moment entendu, ce « il » qui était un peu partout, et qui était là aussi dans l'impersonnel. Bon, mais en effet, comme ça ne renvoie pas du tout à une personne, on comprend bien que ce ne soit pas un lieu très stratégique pour les inscriptions de genre, quoi. Donc, c'est très intéressant, je trouve, cette question de la nécessité, de la variable, de la nécessité variable, hein. Il y a des endroits où c'est vraiment très évident, très fort, oui. D'autres moins. Et ça se retrouve d'ailleurs dans l'utilisation que font certaines personnes du féminin pour remplacer le masculin à valeur sémantique générique et neutralisante. On voit, d'ailleurs, il y a un livre qui va bientôt sortir, écrit entièrement au féminin. Ouais. Pour dire, au lieu de dire « il était une fois », eh bien, on dit « elle était une fois ». Parce que derrière, il y a un propos féministe.
Voilà, la nécessité du neutre, effectivement, ça se relativise en fonction des structures syntaxiques finalement. En fonction si on est dans le personnel ou si on est dans l'impersonnel, si on est dans l'expression de l'être humain ou des animaux ou des abstractions, on voit le recours au neutre changer, se moduler en fonction des structures syntaxiques et thématiques. Et il y a aussi, si vous voulez, dans les discours également, une place, ça a été observé par des collègues linguistes, que même des tracts, par exemple, ou des textes politiques qui sont inclusifs, le sont souvent au début, et dans le corps du texte, on oublie. Et c'est pas très grave, je veux dire, parce que on reste conscient du fait qu'on envoie une sorte de... Enfin, d'abord, c'est une sensibilité, on l'écrit comme ça, mais bon, une fois qu'on a compris, le détail des formes n'est pas toujours forcément important. Donc, tout ça doit être, je pense, vu avec quand même une assez grande souplesse, et ça n'est pas forcément d'ailleurs une critique dirimante, parce que ça peut être utilisé comme une critique, vous voyez. C'est-à-dire, on va dire, voilà, dans ce tract, les 3 premières lignes, on a étudiant, étudiante, et puis à la ligne 12, eh ben, c'est étudiant masculin générique qui revient tout le temps. Bon. Donc, moralité, le français inclusif, ça ne sert à rien, même ceux qui le souhaitent ne sont pas capables de le faire jusqu'au bout. Bon, donc, voilà. Mais non, c'est simplement, ils l'ont fait jusqu'au point où, voilà, le message est passé. Hein, donc, c'est défendable aussi, je trouve, de le faire que partiellement, hein, parfois. Bon, alors, on va peut-être, parce qu'on parle tous les deux, là, c'est bien, mais il y a peut-être, je ne sais pas, Nuket, est-ce qu'en turc, vous avez... bon, on ne vous entend pas, hein, pensez à mettre votre micro. Donc, Nuket, vous la connaissez peut-être, Alferatin, qui est doctorante en turc, qui travaille sur le turc et qui est turque d'origine. Est-ce que ces questions sur le genre en Turquie ou dans la langue turque se posent un peu ou pas? Et merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Et je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, Très bien. Oui. Et je voulais ajouter ça, mais je me disais peut-être que c'est un peu irrélevant. Moi, en turc, il n'y a pas de distinction femme-homme. Donc, c'est neutre pour tout le monde. Et quand je dis, euh, par exemple, il vient, et on sait pas si elle ou ils viennent. Et moi, je me sentais très mal et je me sens un peu toujours mal quand j'écris, par exemple, et quand je dois conjuguer quelque chose au féminin, je me sens comme je souligne que je suis une femme. Et, et ça me dérange de dire, par exemple, je suis curieuse et aussi, je sais pas, j'avais un sentiment comme ça, je voulais ajouter ça. Et, et donc, moi, qu'est-ce que je fais automatiquement quand je suis entre les amis ou quand je fais pas attention et quand j'écris pour moi-même, je conjugue pas voilà, les adjectifs au féminin, au masculin, j'écris tout en masculin ou je choisis à l'égard de mon goût. Mais euh, euh, ce que je voulais dire aussi que je me suis posé la question euh, qu'est-ce qui est naturel et artificiel parce que même pendant l'histoire aussi, on voit que parfois on intervient à la langue. Et, je veux dire, en Turquie, on a fait une sorte de révolution linguistique comme ça. Et d'un coup, on a commencé à utiliser les mots turcs euh, au lieu des mots arabes de Ottoman. Et, et ça a marché. Après un moment, la langue a changé. Je pense qu'en Grèce aussi, ça s'est fait beaucoup. Euh, mais en même temps, je crois que linguistiquement, c'est une sorte de, euh, comment dire, je crois pas que c'est bien vu ou j'ai pensé sur l'éthique de certaines, ce genre d'intervention et
Et après, c'était un sujet très intéressant et c'était très bien de l'entendre aujourd'hui quand même. Voilà, merci à Feraz. Merci. Bien, merci beaucoup pour votre témoignage, Luquette, qui plaide complètement en faveur. Mais c'est vrai que je n'y avais pas pensé. En effet, dans ces langues où on ne marque pas le masculin et le féminin, quand on passe au français, ben, effectivement, votre gène, c'est typiquement, enfin, hein, n'est-ce pas, Alferat, ça donne Oui, goût à votre humour. j'avais envie de rebondir par rapport à ce que vous avez dit. C'est que le droit à l'indétermination du genre est déjà quelque chose qui existe chez Roland Barthes en 1976, quand il donne ses cours au Collège de France toute une année sur le neutre. Qu'est-ce que le neutre? Eh bien, pour Barthes, c'est le droit de ne pas se déterminer sur le plan du genre. Vous savez, Barthes a eu des mots célèbres sur le fascisme de la langue, qui est pour Barthes non pas l'impossibilité de dire, mais l'obligation à dire. Et Barthes défend le neutre, en tout cas le concept de neutre, pour non seulement, on retrouve aussi chez lui ce désir de dépasser l'opposition entre deux pôles dans un binarisme qui se confrontent, qui confrontent deux pôles, mais également cette revendication à l'indétermination du sujet sur le plan du genre. Oui, allez-y, Luquette. J'ai une dernière question qui est un peu bizarre, mais je suis très curieuse de vos réponses. Je comprends bien sûr cette envie de reconnaissance euh, ou être juste dans nos expressions, mais euh, qu'est-ce que vous pensez à propos du fait de utiliser seulement le masculin? Je ne sais pas si quand vous dites utiliser seulement le sans conjuguer au féminin et les choses, qu'est-ce que vous pensez de ce genre de... Eh bien, j'en pense deux choses. Premièrement, c'est une voie pour exprimer le neutre qui est proposée. Dans mes conversations avec les locutaires du genre neutre, on discute des différentes façons de faire émerger une pensée neutre avec des mots neutres. Et alors tout y passe, tous les moyens y passent, le système HAL, mais aussi des systèmes qui peuvent être développés à partir de pronoms personnels différents, comme ul ou ol, qui sont en usage également dans les discours. Et la possibilité d'exprimer finalement un neutre par ce qui existe déjà, c'est-à-dire des termes non marqués, est évoquée avec l'idée d'attribuer à la catégorie sociale des hommes des marques spécifiques, au même titre qu'existe une marque spécifique pour désigner la catégorie sociale des femmes avec le E, par exemple. On rajoute un E à l'adjectif petit, par exemple, et ça donne petite, et on sait qu'on parle d'une femme. Une femme petite, intelligente au lieu d'intelligent ou autre. Ça, c'est une voie qui est évoquée notamment en littérature, mais je n'ai pas d'attestation encore. Et j'en pense également, j'ai un autre avis qui là irait plutôt contre, puisque finalement le neutre, il est né d'une pensée féministe qui souhaite visibiliser, qui a souhaité visibiliser les femmes en morphologie, donc sous la forme d'un morphème, sous la forme de leur marque de genre dans la flexion, pour pouvoir les visibiliser dans la culture, pour pouvoir visibiliser leur importance, leur participation à l'histoire commune. Et pourquoi je pense que peut-être ce ne serait pas une bonne idée d'exprimer le neutre avec ce moyen
traditionnel qui existe d'ailleurs, parce que c'est le neutre d'aujourd'hui, hein, le masculin. Parce que quand j'entends des historiens dire il n'y a pas de femme dans cette histoire, quand des historiens s'expriment sur la séquence de l'histoire dont ils sont spécialistes, et parce que la présence des femmes n'a jamais constitué un sujet scientifique, historique, et que dans la langue, elles sont invisibilisées par des mots au masculin, eh bien, ces historiens en arrivent à la conclusion hâtive qu'il n'y a pas eu de femmes dans cette séquence historique qui ont joué un rôle dans l'histoire. Eh bien, c'est parfois faux. C'est parfois faux et on ne peut pas systématiser en disant oui, les femmes ont toujours participé à l'histoire commune. Je ne me livrerai pas à donner mon intuition, mais ce n'est pas parce que des mots n'existent pas, ne les ont pas nommés et ne les ont pas visibilisés que la catégorie sociale des femmes n'a pas participé activement, parfois au péril de sa vie, à l'histoire commune. Vous voyez le danger de n'utiliser que des mots au masculin. Dans ce cas, oui, mais dans ce cas, peut-être songer à attribuer une marque spécifique à la catégorie sociale des hommes. Et là, vous imaginez bien les débats qui pourraient s'ouvrir terriblement houleux auxquels nous pourrions faire face. Ce que j'ai bien compris alors, c'est ma dernière chose. Ce qu'on veut un peu, c'est donner, je vais dire comme ça avec mes mots parce que à cause de, je connais pas très bien ces vocabulaires, mais on essaie de donner le mérite un peu à chaque genre et on essaie pas de enlever complètement je veux dire, parce que si on fait pas, si on donne pas trop d'importance, je veux dire, à la base, si on n'est pas on fait pas trop d'attention aux, aux, aux différentes différenciations de sexe, je veux dire, moi, personnellement, ça me dérangerait pas, euh, mais ça me dérangerait pas, je n'arrive pas à voir. À mon avis, ça me paraît plus honnête et plus direct de dire désormais, ça compte plus, ça soit femme ou homme, et on utilise il par exemple. Mais en même temps, je comprends votre sensibilité envers le fait que ça soit déjà le prénom masculin. Et, mais juste, je suis dérangée par cet aspect de, je vais dire comme ça, mais comme une sorte de féminisme qui essaie de un peu voilà, aider un peu à améliorer la situation des femmes dans nos psychologies, expressions. Est-ce que vous comprenez un peu qu'est-ce que j'essaie de dire? Dérangé par ce désir d'égalité sociale, c'est ça que je ne comprends pas. Ah non, non, c'est pas ça, mais je suis un peu peut-être c'est un peu personnel, mais je veux seulement même ça va être trop personnel parce que à vrai dire, j'ai l'impression que autant qu'on souligne, j'ai l'impression que on ajoute quelque chose à cette distinction des genres, mais en même temps, c'est une sensibilisation nécessaire de notre époque, si je comprends. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que, voilà, dans le désir de voir apparaître la catégorie sociale des femmes dans l'écriture, derrière, il y a ce désir de les voir apparaître, de voir reconnue leur juste valeur de leur participation à l'histoire commune. Et ce que vous dites est aussi intéressant par rapport aux formes de neutres que j'utilise, par exemple, où les femmes ne sont plus là. Les femmes ont disparu dans le neutre non-binaire, par exemple. Quand on dit lectaire, il y a par exemple des locutaires qui proposent le mot lectrice
pour ne pas dire les lecteurs. Il y a des locuteurs qui disent les lectrices, où là, on entend bien le morphème flexionnel de genre féminin, où on va dire, bon, eh bien, la catégorie sociale, elle est restituée dans cette écriture. Mais dans les lecteurs, qui est un mot épicène, qui est un mot qui ne change pas de forme suivant le genre qu'on met derrière, eh bien, les femmes n'apparaissent plus. Il y a ce débat aussi. Il y a ce débat, il y a cette question à se poser aussi, cette analyse à faire. Le neutre aussi invisibilise en partie les femmes. Donc ça j'entends déjà des arguments contre ce type de neutre-là, en tout cas. Oui, non, mais ce qu'on peut dire, je pense, oui, juste après, je vous donne la parole, Joël, hein, c'est que j'ai l'impression, Nuket, que vous êtes un peu, comme vous en turc, la chose n'est pas marquée. J'ai cru comprendre que vous avez l'impression que donc, le fait de surmarquer la différence de genre dans la langue est peut-être quelque chose d'un petit peu artificiel, et que même si on veut défendre le statut des femmes, etc., c'est pas forcément là qu'on doit s'y prendre. Mais peu importe, simplement ce que je voudrais ajouter, c'est que ce qu'il faut peut-être dire au sujet de l'invisibilisation, là, c'est pas tellement la visibilisation des femmes, mais qui compte dans toute cette affaire, mais c'est de diminuer la survisibilité des hommes dans la langue. C'est plutôt ça le problème. Et du coup, on le fait avec le neutre ou bien avec du masculin et du féminin. Alors donc, Joël, pour terminer, puisque je vois qu'il est bientôt 5 heures. Oui, alors, en fait, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, donc j'ai l'impression qu'il y a un sentiment qui a besoin de s'incarner dans une forme grammaticale en l'occurrence. Donc ça, je trouve ça toujours très intéressant. Par ailleurs, pour l'aspect, disons, social ou politique, le mot qui m'est venu à l'esprit, c'est le mot essentialisme. C'est-à-dire où c'est qu'on place, est-ce qu'on bon, l'essentialisme, ça peut nous lancer dans tout un débat philosophique, mais en fait, il me semble qu'il y a quelque part quelque chose à creuser à ce niveau-là. Est-ce que l'identité repose dans les symboles? Enfin, il y a quelque chose qui m'interroge, mais c'est pas très clair pour moi, donc je veux pas me. Et d'autre part, une autre idée qui m'est venue, c'est en norvégien. La Norvège était une colonie danoise, et donc ils ont créé une nouvelle langue qui s'appelle le nynorsk, le nouveau norvégien, où ils ont voulu en fait effacer l'héritage danois. Donc par exemple, le mot center en danois, qui vient du latin centrum, ils l'ont écrit avec un S au début, pour vraiment en fait se démarquer. Mais je pense que pendant une période, en fait, le nouveau norvégien, donc le nynorsk, était aussi quand même un marqueur politique. C'est-à-dire que ceux qui utilisaient le nynorsk, en fait, faisaient une démarche. Et donc, du coup, en fait, la neutralité, si une communauté, un peu comme vous avez parlé de patois ou bien d'argot, commence à utiliser en fait un certain langage, en fait, c'est aussi un marqueur. Donc, en fait, j'ai l'impression que où se trouve la norme, où se trouve le marqueur, c'est toujours très compliqué. Voilà. Oui, merci Joël. Je voulais dire justement, je vous laisserai conclure, hein, Alferat, que il faut penser à Orwell aussi dans tout ça. Hein. L'exemple que Nuket donnait tout à l'heure du turc et de l'élimination des mots arabes pour les remplacer par des mots turcs à un moment dans l'histoire de la langue, l'exemple que vous donnez là pour le norvégien, Joël, dans cette question de modifier la langue pour modifier les pensées, ben, on a l'aspect effectivement dystopique hein, dans Orwell. C'est-à-dire qu'on va avoir une police de la langue qui va être une police de la pensée. Alors ça, évidemment, c'est aussi, ça fait partie des arguments des gens qui sont contre ces modifications parce qu'ils les voient comme une sorte de police de la langue. Mais ce serait une police si on interdisait, encore une fois. Mais là, on n'interdit rien du tout. Hein. Bon, voilà. Alors, je me tais, je vous laisse le dernier mot, Alferat. Oui, j'étais content aussi de cette intervention, au même titre que celle de Nuket, celle de Joël est très intéressante. Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Monsieur Monneray. Notre choix
d'utiliser le français standard ou le français inclusif sur le plan du genre est devenu un marqueur politique. Puisque vous-même, vous en avez été entre guillemets victime, si j'ai bien compris votre anecdote, puisqu'on vous a dit vous devriez utiliser les deux genres. Donc déjà, d'une part, c'est ce que je voulais dire. Et puis, concernant votre dernière intervention, Monsieur Monneray, on en revient à la politique. Et vous me disiez, c'est le reproche qu'on peut faire à ce type de travaux. Simplement, ce type de reproche, c'est idéologique, ça cherche à changer la pensée à travers la langue, ne s'interroge pas sur ses propres pratiques. C'est-à-dire que le français qu'on utilise aujourd'hui, notre interrogation idéologique, elle se porte aussi sur lui. D'où vient-il? Qu'est-ce qu'il exprime également? Et c'est là où la norme, la variation, effectivement, se déplacent, sont en train de se déplacer, je crois, et que tout est discutable. C'est-à-dire, finalement, la question la plus essentielle à mes travaux, c'est quel est le bon usage? Qu'est-ce qu'on doit dire? Comment m'exprimer sans tomber dans l'idéologie? Or, je pense que tout est idéologie. Derrière, vous avez parlé de dynamique interne à la langue, propre à la langue, qui échappe à l'idéologie, certes. Mais Guillaume lui-même le dit, l'article, c'est une solution linguistique à un problème humain. Et le neutre, c'est ça. C'est une solution linguistique à un problème humain, social et politique. Mais effectivement, voilà, ça nous ouvre dans de vastes débats. Et moi, j'ai été très heureux d'en discuter avec vous. Ça reste à affiner. De toute façon, ma thèse ne donnera pas le dernier mot. Et si ça peut rassurer quelqu'un parmi vous, je ne cherche pas à avoir raison. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Alferat. Merci à toutes et à tous. Donc, nous avons la semaine prochaine un exposé d'Adrien Sellé sur Jean de Léry et les analogies chez Jean de Léry, mais il vient de nous envoyer un message parce qu'il a cours juste après, donc il a dû nous quitter. Je vous dis à la semaine prochaine. Monsieur, oui. Monsieur, j'avais une petite question. Je vous avais envoyé sur le chat le genre neutre. Je voulais savoir si le genre neutre, il pouvait entrer dans le cadre du symbolisme phonétique. Si on ne peut pas répondre aujourd'hui, on peut en parler la semaine prochaine, comme c'est… Oui, alors, dans le cadre du symbole, je me permets de répondre rapidement. Oui, je peux aussi dire quelque chose. Le symbolisme phonétique, non. Dans la motivation, oui. Hein, certes, c'est un phénomène de motivation. Hein, et il y a un problème, il y a une question relative à la motivation linguistique sous ce problème du français inclusif et du genre neutre, etc. Mais pas directement le symbolisme phonétique, parce que là, ça voudrait dire que ce sont les sonorités qui évoquent directement du masculin ou du féminin, et ça, c'est un autre sujet. Hein. D'accord. J'aimerais ajouter mon point de vue sur cette question de symbolisme phonétique. Dans les analyses qu'on peut faire du genre neutre, on peut les faire à travers le prisme du symbolisme phonétique. Pourquoi? Parce que dans mon expérimentation, je m'applique à changer de pronom personnel. J'utilise parfois ol, j'utilise parfois ul, et puis j'utilise différentes formes de genre neutre, et les retours d'expérience que j'en ai, c'est bien telle forme, elle n'est pas recevable parce que moi ça me fait penser à du masculin, me dit-on, notamment le pronom personnel ol. Oui, mais c'est de la motivation relative. C'est de la motivation relative parce que ça ne signifie pas que la sonorité en elle-même évoque le masculin. Ça évoque ça ressemble à un mot qui évoque le masculin. Hein, oui, c'est ça. Oui, ça ressemble à… Voilà. Mais c'est pas la sonorité intrinsèquement qui est un son masculin ou un son féminin. C'est un son qui rappelle un mot qui a un son masculin. D'accord, donc c'est de la motivation relative. Voilà, c'est
Parce que pour avoir du symbolisme phonétique, mais c'est un autre sujet, hein, mais on pourrait s'y intéresser, il y a peut-être des sonorités dans la langue qui sont perçues comme plus masculines ou d'autres plus féminines. Mais vous voyez que c'est autre chose, hein, c'est un autre sujet. D'accord. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie encore. Merci beaucoup. Vous voyez qu'on aurait pu continuer le Merci. débat, mais il faut bien s'arrêter à un moment ou à un autre. À la semaine prochaine, donc. Bonne semaine à tous. Merci. Au revoir.